Merci de votre présence, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons donc en marge de cette grande exposition sur les kiosques d'Alexandrie et du Canal, qui est elle-même un des événements des Journées du patrimoine qui ont été largement consacrés cette année à la presse en Égypte, et notamment la presse francophone. Donc nous essayons de prolonger, nous vous proposons de prolonger cet exercice à travers une discussion sur ce qu'est cette presse, sur son histoire, sur ce qu'on peut en dire pour expliquer son étonnant rayonnement pendant si longtemps et son maintien jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, nous aurons à nous interroger sur à la fois le statut du français en Égypte, hier et aujourd'hui, sur son avenir possible, et sur ce que signifient aussi ces presses, parce que c'est le cas ailleurs en Égypte, qui sont des presses nationales dans une langue étrangère. Nous avons parmi nous Gilles Kremer, qui a consacré sa thèse à ce sujet, donc il pourra nous en parler tout spécifiquement. Donc Gilles Kremer était étudiant, je ne risque pas de me tromper, est éditeur, il a travaillé dans le réseau culturel français également, et il a vécu comme coopérant en Égypte. Donc et ça a été un des moments où il a pu accumuler le matériel utile pour sa thèse sur la presse francophone en Méditerranée, une étude qui est sortie au début des années 2000, et voilà, qui a ensuite été publiée aux éditions Maisonneuve et La Rose. Donc, avec Gilles, nous brosserons un rapide historique de cette presse francophone en Égypte, avec Marie-Delphine Martelière, qui est avec nous pour le CEALEX et qui est la responsable de l'organisation, de la scénographie de la grande exposition qui est ici à l'Institut. Marie-Delphine est en charge des archives, et en particulier de ces archives au CEALEX très importantes, devenues de plus en plus importantes au fil des années sur la presse francophone. Elle va nous expliquer pourquoi, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait là un véritable thème de recherche et de collecte et de préservation. Elle va nous expliquer un peu quels sont les enjeux de ce travail. Yasmine Agag est une doctorante qui a travaillé précisément sur le français à travers la presse alexandrine. C'est assez récent, c'était en 2008, je crois. De 2017, quelques années, sous la direction notamment de Jean-Yves Ancor. Et Yasmine Agag est enseignante au département français de l'Université de Lettres, où elle a beaucoup d'actions par ailleurs autour de la pratique et de la popularisation du français. Dalia Shams, avec nous, pourra nous parler du cas très spécifique de El Hamdo, qui fête cette année ses 25 ans. Avec nous, Fouad Mansour, le directeur de rédaction de Al-Haram. Merci à eux, ils sont venus tous les deux du Caire spécialement pour cette soirée. Donc nous évoquerons l'aventure singulière de Al-Haram et son maintien dans un paysage évidemment moins francophone que dans le passé. Et sans doute nous parlerons aussi d'une manière générale des difficultés de la presse aujourd'hui. Mais on aura aussi peut-être un écho de ce qu'est le français vu du Caire, ce qui peut être un point de vue un peu différent de celui d'Alexandrie, bien évidemment Al-Haram a une vocation sur l'ensemble du territoire égyptien. Voilà, ce que je vous propose, c'est de commencer avec quelques images qui seront commentées sur certains de ces titres historiques de la presse égyptienne en français, qui vont être commentés par Gilles Kremer pour introduire le sujet, et ensuite nous continuerons à débattre sur les différents thèmes que nous avons abordés. Merci. Gilles, à vous la parole, vous avez entendu. Bonsoir et merci Thierry pour cette introduction. Alors ce soir je vais faire deux révélations, parce que Thierry a dit effectivement que il y a quelques années déjà, c'était pendant la guerre du Golfe, donc c'est 1990,
Je sortais de l'école de journalisme et je fais ma coopération en Égypte en tant que journaliste au Progrès égyptien. Et donc je découvre la presse de langue française en Égypte. Je n'ai pas imaginé à l'époque une seconde qu'il y ait des journaux de langue française en Égypte. Et là je découvre que depuis l'arrivée de Bonaparte en Égypte en 1798 jusqu'à la période où je suis là et jusqu'à la création de l'Ahram Hebdo quelques années après, il y a eu, alors à l'époque je disais 400 titres de langue française différents. Là, en voyant la belle exposition qu'a fait Marie-Delphine, je vois que c'est 700 titres de langue française différents. Je trouve ça extraordinaire, je décide de faire une thèse dessus, et ça donne lieu à la publication dont on a parlé. Et donc la révélation que je fais, c'est que quelques années après, se monte, enfin quasiment au même moment d'ailleurs, au centre d'Alexandrie, centre d'études d'Alexandrine, la numérisation de tous les journaux de langue française. Alors là, je peux vous révéler d'où vient le mot PFE, que tout le monde utilise. Ben, en fait, moi dans ma thèse, j'avais parlé de PFM, presse francophone en Méditerranée, et j'avais créé ce mot sur presse quotidienne régionale, PQR, on dit ça comme ça en France, PQN, presse quotidienne nationale, PQR, presse quotidienne régionale. Alors j'avais créé le mot PFM pour la presse francophone en Méditerranée, et quand le dossier a été déposé par le Centre d'études Alexandrine pour obtenir des crédits et des fonds pour la recherche et la numérisation auprès de l'Agence nationale de la recherche, eh bien, ils ont utilisé le mot PFE, qui est venu de PFM. Et d'ailleurs, le chercheur qui avait monté le dossier avait très largement utilisé l'introduction de ma thèse pour remplir le dossier. Donc, je me retrouve effectivement au cœur de ce projet. Et deuxième révélation, c'est la création de l'Ahram Hebdo. Parce que quand j'étais en Égypte, donc entre 90 et 92, je donnais des cours à l'université en langue française pour le journalisme. Donc je travaillais au Progrès égyptien. Et c'était juste au lendemain de la guerre du Golfe. L'Égypte avait été aux avant-postes de cette situation internationale très tendue. Et le groupe El Ahram était en train de s'internationaliser. Donc il y avait une version arabe internationale qui était créée et une version anglaise avec El Ahram Weekly. Et la doyenne de l'université où je donnais des cours au Caire me dit « Mais pourquoi il n'y a pas un journal en langue française, comme ça, pour nos étudiants qui font des études de français? Ceux qui font de l'anglais, ils ont El Ahram Weekly, mais il n'y a pas en français. » J'en parle à l'attaché culturel. Le conseil culturel entend ça, et le conseil culturel, vous le connaissez, c'est Gilles Gauthier, qui a été ensuite traducteur, enfin consul général ici à Alexandrie, et traducteur d'auteurs égyptiens connus. Et Gilles Gauthier me dit, bon, secrètement, donc j'étais quasiment déguisé avec une grosse lunette, pour pas qu'on me reconnaisse, secrètement, allez voir du côté d'El Ahram et d'El Ahram Weekly, est-ce qu'ils sont intéressés par une version française? Et donc secrètement, je suis allé voir un certain El Guimdi, qui m'a reçu, qui était le rédacteur en chef, et secrètement, j'ai vu aussi son adjoint, qui était Mohamed Salmaoui. Et quelques années après, se crée, donc moi j'avais fait les premiers contacts, entre guillemets, secrets, et puis après pour voir, et effectivement, El Ahram était intéressé par cette dimension francophone aussi, parce que la langue française, c'est ce qu'on verra quelques instants plus tard avec ma collègue à côté, c'est pas simplement la France, c'est aussi l'Afrique francophone. Et donc on était dans cette logique où l'internationalisation d'El Ahram, c'était aussi s'ouvrir plus à la dimension africaine. Donc ça tombait au bon moment. Donc moi j'ai l'impression, pour parler de manière très francophone, que I am the right man at the right place ce soir. Et je vous remercie, je remercie Thierry de m'avoir invité. Alors Thierry sait parce que j'étais journaliste avant, comme lui, et donc il sait qu'on est capable... Il a l'esprit de synthèse. Voilà, on est capable de faire très vite. Alors il m'a dit, tu racontes l'histoire de la presse francophone en 3 minutes. Donc 3 minutes, 700 titres, depuis 1798 avec l'arrivée, et donc c'est le premier de tous les premiers journaux d'Égypte, mais aussi du monde arabe, c'est-à-dire qu'avec le courrier de l'Égypte que Napoléon, enfin Bonaparte amène avec son armée, et ça c'est très commun à l'époque, lorsque les armées allaient en Italie ou autre, il y avait un petit journal que l'on faisait pour expliquer aux soldats français qu'est-ce qu'ils faisaient là. Parce que là, expliquer les soldats de la Révolution française
qui sont arrivés jusqu'en Égypte et que c'est légitime qu'ils soient en Égypte, c'est pas forcément évident. Donc il fallait expliquer pourquoi ils étaient là. Et pour Napoléon, pour Bonaparte, qui a des grandes idées, c'est le directoire qui l'a envoyé en Égypte en espérant se débarrasser de lui, parce que c'est quand même quelqu'un d'un peu encombrant, et lui, il ne veut pas qu'on l'oublie. Alors il est très content d'envoyer des journaux pour raconter les grandes batailles qu'il fait en Égypte et les grandes découvertes qu'il fait. Donc c'est le Courrier de l'Égypte, c'est le premier journal de langue française en Égypte, c'est le premier journal de l'histoire de la presse dans le monde arabe, et Bonaparte amène aussi des caractères arabes, et ce sera donc le premier journal de langue arabe du monde arabe. Et donc il crée ce journal-là, il y a ce journal, et il y a aussi la Décade égyptienne, qui est un journal pour les savants. Et c'est grâce, les savants racontent tout ce qu'ils découvrent en Égypte, des traductions, des poésies, des descriptions des bâtiments, de l'architecture, des études sociales, etc. Et tout ça va être à l'origine de l'égyptomania qui va se développer en France et dans toute l'Europe. Alors, Bonaparte ne reste pas très longtemps. Le Grand Turc envoie Mohamed Ali pour chasser les Français. Quand Mohamed Ali arrive, les Français sont déjà partis, mais il voit qu'ils ont laissé derrière eux pas mal de choses intéressantes, et il décide de moderniser le pays, qui était totalement en décadence avec les Mamelouks, en créant tous les outils de la modernité, en envoyant les intellectuels en France ou en Angleterre, et en surfant, qui à ce moment-là va connaître une croissance assez extraordinaire. Première chose qu'il fait, c'est la création d'un journal officiel, premier journal officiel, en langue turque, en langue arabe, en langue française. Et puis viennent ensuite les années du cosmopolitisme débridé, puisque l'économie se développe beaucoup et attire de plus en plus d'étrangers en Égypte, et notamment beaucoup l'Égypte se développant et étant un territoire stable. Il y a beaucoup de populations, comme par exemple les Syro-Libanais chrétiens qui fuient des persécutions ou qui viennent en Égypte, les Arméniens, etc. Et donc là, nous avons la famille Takla, donc c'est Bishara Takla, c'est le fondateur d'Al-Ahram, qui crée à la fin des années 1800 le grand journal. On va voir maintenant le bâtiment quelques années après, mais c'est le bâtiment d'Al-Ahram. Ceux qui connaissent Al-Ahram aujourd'hui, où il y a deux énormes tours, ben voilà ce que c'était Al-Ahram au tout début. Et c'est un journal qui va avoir aussi une version française, qui va comme par hasard s'appeler Les Pyramides, et qui va exister pendant quelques années, en 1900, en tout début de 1900. Ensuite, nous avons ce développement donc à la fin du 19e siècle, avec l'ouverture du canal de Suez, avec le développement du coton, puisque c'est la guerre à ce moment-là aux États-Unis entre le sud et le nord, donc il n'y a plus de coton américain qui arrive en Europe. Les Européens ont besoin énormément de coton parce que c'est le développement de l'économie moderne qui consomme énormément de coton, et c'est le coton d'Égypte qui va remplacer le coton américain. Donc c'est l'ouverture de la bourse du coton, l'ouverture des bourses de commerce, le développement également, puisque ça attire énormément d'étrangers, donc les problèmes entre les étrangers et les Égyptiens, il faut les résoudre par des tribunaux mixtes. Donc il y a plein d'histoires qui sont racontées dans les journaux et qui font que progressivement tous ces journaux se créent. Alors il y a de très nombreux titres, Le Progrès notamment. Alors ce qui est amusant, c'est que Le Progrès au départ est propriété d'un grec, je crois, qui est pro-anglais, puis après il va être propriété d'un italien qui est pro-allemand. Enfin bon, on pourrait croire que Le Progrès était pro-français, pas du tout, parce qu'à l'époque, effectivement, il y a toutes les puissances qui sont autour et qui tournent autour de l'Égypte, qui est un pays de croisement, mais aussi un pays, je veux dire, un pays riche qui se développe énormément. Alors avec Le Progrès, donc ça c'est les fameuses cartes postales, ce sont des cartes postales de publicité qui se faisaient beaucoup à l'époque, et on déchire le journal et il y a une photo qui sort de la lune du journal. Donc après l'arrivée, voilà, la réforme, avec, je crois que c'est la bourse du coton qui est en photo devant, et ça, ce sont des cartes postales. C'est un petit format, je peux vous les montrer, je les ai juste derrière. Je sais que ma Delphine rêve d'avoir ces cartes postales, mais je les garde, c'est ma collection personnelle. Et puis, donc, se développent de très nombreux titres, et dans les années, en 1926, il y a 17 quotidiens de langue française en Égypte. C'est plus qu'en langue arabe, c'est plus qu'en langue anglaise, c'est plus que dans toutes les langues.
au tout début de l'année en 1905, parce que toute cette économie qui se développe autour de l'Égypte, il y a aussi tous les mouvements politiques qui se développent également, les idées nouvelles, et notamment le nationalisme, puisqu'il y a énormément d'étrangers, les Anglais ont fini par prendre place dans le pays à cause du canal de Suez, et des mouvements nationalistes se développent. Et quand Mostafa Kamel crée un journal pour raconter son point de vue, ça commence d'abord en français, et ensuite l'étendard égyptien, et ensuite il créera un journal en langue anglaise. Donc c'est vraiment la langue française devient cette langue partagée par tous, qui est la langue à la fois d'une certaine modernité et d'une ouverture vers l'Occident, mais qui n'est pas la langue du colonisateur. Donc c'est hyper pratique et ça permet de se développer très vite. Donc après 1926, donc voilà, le phare d'Alexandrie, ça c'est la référence évidemment. Tous ces journaux-là, dans les années 14, avant la Grande Guerre, se développent énormément, et le français est à cette période-là la langue diplomatique internationale. Et ensuite se développent aussi les idées nouvelles, et notamment le féminisme avec Oda Sharawi, ça c'est un magazine des années 30, l'égyptienne, dont vous avez des couvertures d'ailleurs dans l'exposition. Et puis, le nationalisme, le féminisme, on poursuit pour conclure avec les derniers titres, le progrès égyptien, donc, parce que tout ce développement de la presse va quand même connaître une déclinaison, une décroissance à partir du moment où c'est la Seconde Guerre mondiale. Et puis surtout, ce qui va vraiment casser les reins au développement de cette presse, c'est l'affaire de Suez, lorsque la France, alliée aux Anglais et aux Israéliens, attaque l'Égypte pour reprendre le canal. Et donc là, Nasser renvoie tous les étrangers, tout ce milieu cosmopolite, et donc tous ces journaux vont s'effondrer du jour au lendemain. Et puis en 1960, c'est la nationalisation de tous les titres de presse. Le seul titre qui n'est pas nationalisé, donc le Progrès égyptien est nationalisé, et donc rejoint le groupe Oumoulia et sera un journal étatique. Et puis celui que les gens connaissent et qui longtemps été un journal de référence à Alexandrie, puisqu'il y avait les fameuses pages des Alexandrinades, c'est le journal d'Égypte, qui lui est la propriété d'un avocat, M. Galad, qui à sa mort a transmis le journal à sa femme, et simplement elle peut continuer à l'exploiter, mais à sa mort, le journal doit soit disparaître, soit être absorbé par un groupe étatique. Et le journal a disparu dans les années 94, je crois, à la mort de Rita Galad. Et donc, on pourrait croire que voilà, c'est la fin d'une belle histoire, mais heureusement, il y a eu un petit nouveau-né entre-temps, et dont nous fêtons les 25 ans, c'est-à-dire l'année de la maturité. Voilà. Merci pour cet historique au galop. Bravo, le contrat a été rempli. Et alors nous reviendrons évidemment sur votre point de vue, sur vos analyses sur les spécificités de cette presse aujourd'hui en français, notamment dans ce qu'on évoquera à la fin Hebdo. Alors Marie-Delphine, à un moment donné, le CE Alex a considéré qu'il y avait un véritable axe de recherche. Le CE Alex étant plus connu pour son travail sur l'archéologie, bien sûr, à travers cette presse qui, effectivement, on a cité 700 titres, c'est beaucoup, constitue un matériau important, qui est sans doute aussi un matériau pour les historiens, pour connaître la perception qu'on pouvait avoir des événements à cette époque. Et vous avez entrepris le travail d'archivage et de préservation de cette presse. Alors, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être ici ce soir pour entendre parler d'histoire de vieux papiers. Mais en effet, ces vieux papiers sont aujourd'hui sujet de collecte, sujet d'achat, sujet de prêt, sujet de don. Et pour nous, chaque jour, donc au CE Alex, donc vous avez ici une petite représentation. Au sein de ce CE Alex, nous avons donc plusieurs départements et notamment un service des archives qui également a une unité de numérisation. Donc, tout simplement, nous sommes au service de cette mission qui a donc débuté en 2004
Je n'étais pas encore à Alexandrine, mais je connais un petit peu l'histoire. En effet, monsieur Gilles Kremer est de la partie depuis le début, aux côtés de Jean-Yves Empereur et d'autres linguistes historiens qui se sont intéressés à ces journaux. C'est un petit peu par hasard en fait, hein, c'est pour peut-être un côté mythique, c'est-à-dire que c'est au détour des rues du Souk El Goma où certains journaux sont visibles, hein, sont présents un petit peu partout à vrai dire. Eh bien, Jean-Yves Empereur et ses amis et collègues se sont rendus compte que ces journaux avaient un certain potentiel. En effet, on a là des documents égyptiens publiés en Égypte, mais en langue française, et qui sont à la fois porteurs d'informations internationales, d'informations nationales, parfois ont des propos tout à fait spécifiques, ça peut être des revues scientifiques, des revues féministes, enfin finalement tous les champs possibles d'information. Peu à peu, on découvre qu'ils ont été transmis, partagés, échangés grâce à des supports, à ces différents médias, et tout cela en langue française. N'oublions pas également qu'il y a parmi tous ces ensembles, ces 700 titres en effet répertoriés par Jean-Jacques Luty, qui est vraiment la référence. Son livre qui est présent ici, publié en 2009, est une bible pour toute personne qui s'intéresse à la presse francophone. Dans ces 700 titres, il y a aussi de nombreux titres bilingues, trilingues, voire quadrilingues, voire plus encore. Alors tout cela montre que tout n'est pas, c'est pas manichéen, c'est pas si simple que ça. Mais c'est cela qui est intéressant en soi. Pourquoi cette presse est si abondante? Pourquoi elle laisse la place à d'autres langues? Pourquoi elle est créée et lue a priori par des gens de communautés d'origines différentes? Pourquoi cette place du français, et surtout depuis Napoléon jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a quand même toujours El Aram Hebdo, et puis le Progrès égyptien, et puis quelques publications, parfois un petit peu anecdotiques, mais liées à des paroisses, des églises, ou bien des communautés francophones, ou bien des écoles. N'oublions pas les écoles, bien sûr, qui ont été à la fois essentielles en produisant en quelque sorte les personnes qui vont être le lectorat de cette presse francophone, mais également les acteurs de cette presse francophone. Certains journalistes égyptiens de langue française ont fait leur premier pas en tant que journalistes au sein des bulletins des écoles francophones à Alexandrie ou ailleurs. Alors tous ces documents ont attiré l'œil, ont attiré plus que cela en effet, ont été sujets grâce à la mise en commun de tous ces souhaits et de ces idées venant des fondateurs de ce programme de presse francophone d'Égypte, la numérisation. Donc tout cela a été porté par des financements qui ont été vraiment essentiels pour la mise en place d'une unité de numérisation qui aujourd'hui encore travaille sur ce projet en parallèle d'autres projets. Donc nous avons chaque jour des journaux à numériser. De quelle manière? Soit parce que nous les achetons au Souk El Goma, qui encore une fois est une ressource précieuse pour nous. Pourquoi? Parce que il s'avère qu'on comprend très vite que certains autres, même des institutions, eh bien on trouve de la presse francophone. Je vais y revenir, vous allez voir ensuite le petit lien avec les archives, mais je mets un peu de suspense. Donc, unité de numérisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des appareils, comme vous voyez ici. Donc ici, Suleiman, on a des appareils très simples, mais qui permettent en fait de prendre des vues zénitales, ce qui permet de traiter des grands formats sans dommage, et qui permettent également de traiter des documents qui sont reliés, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais il fut un temps où les gens gardaient leurs journaux, on ne les jetait pas à la poubelle dès qu'on les avait lus, on ne les utilisait pas pour envelopper les tarameya et patates, c'est ce que vous voulez, on les gardait précieusement, on les reliait par trimestre, et on les gardait vraiment au sein même des archives de famille, et bien entendu, on retrouve ces documents reliés lorsqu'ils proviennent d'institutions, et c'est le cas. Donc voilà pourquoi on est amené à utiliser ce genre de méthode, c'est-à-dire qu'on n'est pas à poser méchamment le document dans un scanner à plat en appuyant bien fort, ça c'est pas possible. Donc on utilise des méthodes qui sont simples encore une fois, mais qui permettent donc de numériser assez
rapidement de très nombreuses pages, hein, parce que parfois vous avez des documents de... Il ne faut pas penser qu'on a seulement à traiter des journaux de 4 pages ou de 8 pages. Hein. On est parfois sur des documents, par exemple les revues juridiques ou autres, on peut atteindre des 40 et 60 pages parfois. Donc voilà, on s'est adapté, tout cela s'est adapté depuis 2004, hein, tout ça bien sûr progresse. Donc on a 2 stations de prise de vue zénithales, vous voyez ici Mohamed au travail, mais on a également ce scanner A4 et A3 que vous voyez avec Jacqueline dans la photo suivante, où là vous avez en fait des documents qui supportent ce genre de numérisation. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour vous montrer que derrière ce que je vous présente dans l'exposition, il y a tout un travail déjà de collecte, mais surtout après, il y a quand même des personnes qui passent des journées entières à numériser des pages et des pages et des pages. Et donc, l'intérêt du travail, c'est d'expliquer à quoi ça sert tout cela. Et heureusement, nous en discutons souvent et ils sont contents de voir le résultat. Le résultat, c'est simple, c'est que grâce à cela, premièrement, on conserve les documents qui ont souvent déjà vécu beaucoup de malheurs ou d'aventures, surtout quand ils viennent du souk el-Gourma, mais également de pouvoir les transmettre, parce que ces documents-là, si on les laisse à la disposition des chercheurs, vous comprenez bien qu'en termes de conservation, on est face à un problème véritablement. Hein. Les journaux ne résistent pas forcément très bien en fonction de la date à laquelle ils ont été créés. Certains sont vraiment du biscuit, comme on dit ici. Hein. Vous ne pouvez pas vraiment les manipuler. Donc la numérisation permet de les conserver sous un format numérique au cas où il leur arrive malheur et surtout de pouvoir les transmettre sous un format numérique à qui le souhaite. Alors nous avons comme destinataires les chercheurs, puisque comme vous le disiez en effet, cette presse, on conçoit bien maintenant le potentiel, hein, les travaux de Gilles ou de Jasmine montrent bien tout le potentiel, mais tout cela, donc ce sont les chercheurs qui sont avides de ces documents, mais pas seulement. Vous avez vraiment l'idée de les rendre accessibles à tout le monde et avant tout aux Alexandrins, aux Égyptiens, puisque tout ça est un patrimoine égyptien avant tout. Alors, je vais plus vite. Quelques exemples voilà, de journaux que nous avons. Donc, on a des quotidiens, des hebdomadaires, etc. Le point de départ, c'est à partir de la liste de l'UTI, essayer de trouver au souk ou ailleurs le moyen d'accéder à tous les titres, pratiquement, même si c'est difficile d'être exhaustif, ne serait-ce avoir un seul numéro, mais dans lequel on obtiendra des informations sur les créateurs, les fondateurs, les journalistes, l'endroit où c'était publié, etc. et le contenu un petit peu de ces documents. On a donc beaucoup de journaux hebdomadaires, quotidiens, comme vous les voyez ici, qui proviennent essentiellement d'Alexandrie du Caire, mais pas seulement. N'oublions pas les villes du canal qui sont évoquées, les journaux de ces villes sont évoqués à l'étage dans la petite exposition consacrée donc au canal de Suez. Et puis on a aussi tout un ensemble de revues. Donc vous avez ici un petit échantillonnage, donc des revues féministes, des revues un petit peu people, mondaines, des revues liées aux communautés juives ou d'autres paroisses ou d'autres écoles religieuses. Vous avez aussi des revues médicales, on n'en a qu'une, ça c'est vraiment un grand problème pour moi. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver plus d'exemplaires de presse liés au domaine de la médecine, tandis que le domaine du droit est très bien représenté actuellement. C'est vraiment un domaine dans lequel, bien sûr, vous savez, le français avait toute sa place pour les raisons qu'on connaît, mais dans le domaine de la médecine aussi, on sait pourquoi on utilise le français à l'époque. La création de l'école de médecine comme l'école de droit, tout cela est lié très, très fortement à la France, mais malheureusement jusqu'à présent, on en est un peu bredouille. Alors voici que notre unité de numérisation est très sollicitée par cette presse. Je fais juste une toute petite partie, si vous permettez, sur l'importance de cette presse. On peut la prendre en elle-même, elle a déjà un fort potentiel. Mais on se rend compte assez rapidement que cette presse francophone, elle est intéressante, plus intéressante encore lorsqu'on la remet en contexte dans l'ensemble des presses allophones d'Égypte et au-delà de cela,
même des presses allophones de Méditerranée. C'était le sujet d'une rencontre à l'École française d'Athènes en 2014, Gilles y a participé, et nous avons édité un ouvrage avec différents articles sur l'ensemble de ces presses allophones, parce qu'il n'y a pas qu'en Égypte où il y a une production de presse en langue étrangère dans le pays, et donc c'est intéressant de voir ce phénomène-là. Et puis la presse, elle est importante pour cela, mais elle est aussi intéressante quand on voit les sources. Et actuellement, pour être responsable du service des archives, chaque jour pratiquement, je me rends compte de la capillarité entre ces deux domaines. Je m'explique. En fait, lorsqu'on parle d'archives, on ne va pas penser aux journaux, parce que les journaux, c'est considéré comme des périodiques, c'est-à-dire des collections, et ce ne sont pas des documents d'archives en soi. Néanmoins, dans tous les lots d'archives qui sont arrivés depuis quelque temps au Centre d'études Alexandrine, je vous assure, il faut me croire, il n'y a pas un seul lot dans lequel ne se trouve pas de la presse francophone. Quelle que soit la personne qui a créé ces lots et les personnes qui nous les ont transmis, la presse francophone est toujours présente, sous forme, encore une fois, d'hebdomadaires ou de revues des écoles ou autres, vous avez toujours. Donc pour moi, finalement, ce sont des documents d'archives par le fait, par les personnes qui nous les transmettent, et même ceux qui se trouvent au Souk El Goma, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, proviennent de maisons, c'est-à-dire ce sont des journaux qu'on a gardés. Alors quand on va au Souk El Goma, ça donne ça après. Donc ça, c'est le service une fois qu'on a acheté un beau lot de journaux dans des sacs à patates entiers. Et là commence le problème de comment faire avec tout cela. C'est intéressant parce que tout ce lot, en fait, de fil en aiguille, en examinant un petit peu l'ensemble, on se rend compte que tout cela appartenait à un même monsieur dont on a retrouvé parmi tous les journaux. Donc ce monsieur lisait la presse francophone, la presse hellénophone, la presse italophone, la presse anglophone et bien sûr la presse arabophone, et il a tout gardé chez lui. Et parmi donc ces journaux, j'ai retrouvé quelques documents personnels, et je sais que tout cela appartenait à M. Alfredo Caserta, qui habitait rue Salah el-Din, et que je remercie chaque jour parce que grâce à lui, nous avons pu acquérir un nombre assez considérable de journaux francophones, mais pas seulement. Et encore une fois, il prouve bien qu'il ne faut pas prendre la presse francophone seule, qu'elle fait partie d'un ensemble de presse allophone, mais qu'elle a une place particulière. Donc M. Caserta est juste après une petite boîte avec quelques effets personnels, et M. Caserta Petit. Ensuite, vous avez donc d'autres exemples très rapidement de journaux qui proviennent en fait de... Voilà, on a également quelques papiers qui sont venus d'un savant, d'un érudit, juriste au départ, donc M. Max Desbannes. Et bien, comme je vous le dis, la presse francophone n'est pas loin, puisque dans ces documents de travail, vous avez quoi? La photo suivante, des articles tirés de la presse francophone liés à ces recherches sur l'archéologie. Par la suite, également, une archive d'avocats du Caire. Et dedans, qu'est-ce que vous trouvez? Monsieur Shalom avait bien sûr gardé des documents qui sont des exemplaires de presse francophone, comme là, la revue du monde égyptien dans les années 20. Monsieur Shalom est juste après. Alors bien entendu, au sein d'archives d'avocats, vous allez me dire, on va retrouver de la presse francophone, juridique, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que actuellement, pour moi, ces journaux sont bien plus que déjà ce que l'on a dit, c'est déjà beaucoup. Des témoignages, grâce à eux, on a un témoignage particulier. Les informations à telle époque à travers le regard égyptien en langue française. Donc par exemple, quand vous savez que si vous apprenez qu'on a pratiquement toutes les années de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, de Images, l'hebdomadaire Images, imaginez pour un historien de cette période le potentiel que peut représenter l'ensemble de ces journaux qui racontent la guerre, la Seconde Guerre mondiale, mais depuis l'Égypte, en langue française, par exemple. Et pour terminer, donc, tout cela a fort potentiel, mais tout cela doit être mis à disposition. Donc là où j'ai encore beaucoup à faire, c'est que tout ce qu'on numérise, donc collecter, vous avez compris comment? En achetant, en ayant des dons, en ayant des prêts. Donc nous avons des conventions avec différentes institutions qui nous prêtent une partie de leur collection qu'on numérise, on leur donne la copie numérique et en échange on a le droit de mettre sur Internet. En effet, au sein du site du CEALEX, vous avez une rubrique consacrée à la presse francophone d'Égypte, donc vous avez ici l'adresse,
Et là, vous avez un catalogue, je remercie notamment mes collègues informaticiens qui sont à l'origine de ce support, et moi je suis censée l'alimenter. Malheureusement, je l'alimente très doucement par rapport à tout ce que nous avons. Simple petite remarque, on est à peu près à 13 000 fascicules numérisés actuellement, à la fois des choses que nous conservons au centre et qui nous ont été prêtées. Malheureusement, vous avez sur le site seulement 2350 exemplaires. Vous voyez, donc j'ai encore pas mal de travail. Et vous comptez vous arrêter à combien? 100 000? Autant que le support informatique me le permet, sans faire exploser les bases de données. Et puis également, au-delà de ce site internet donc, qui est propre au CEALEX, de cette rubrique, pardon, que j'essaye vraiment d'alimenter le mieux possible, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail derrière, mais on va y arriver, j'espère, en tout cas, c'est supporté par la BNF en France, regroupant différentes institutions de l'ère méditerranéenne, qui a comme objectif, ce portail s'appelle Bibliothèque d'Orient, de mettre en avant des collections exceptionnelles conservées dans ces différents pays, dans ces différentes institutions. Nous avons été, entre guillemets, sélectionnés pour plusieurs choses. Premièrement, des cartes postales sur Alexandrie, puisqu'en effet, c'est un petit peu notre point fort, surtout aussi les cartes anciennes qui sont de véritables trésors, qui sont entre les mains de ma collègue Cécile ici présente. Et puis, il y a également la presse. Donc, vous voyez, on est à la fois sur des choses très classiques, parce que ces documents que je viens de citer font partie des documents très recherchés, mais on se rend compte que la presse devient aussi sujet suffisamment sérieux, un sujet suffisamment sérieux pour être intégré à des portails comme celui-ci, où l'ensemble des autres institutions sont plutôt à transmettre des monographies, des livres rares et anciens, etc. Vous voyez, on commence à intégrer la presse dans ce qui est en fait tout simplement des documents patrimoniaux. Donc vous pourrez retrouver des documents de presse, notamment Images et l'Égyptienne, qui est très regardée. Quand on voit les statistiques du portail, ça fait partie des choses regardées très souvent. Et puis voilà, je voulais juste vous représenter le livre. Et ça me permet de faire le lien, comment valoriser tout ça. Parce que vous allez me dire, collecter, c'est sympathique, ok, vous vous faites plaisir, numériser, d'accord, c'est sympathique aussi. Vous le mettez en ligne, mais à quoi ça sert tout ça? Ce sont des heures quand même de travail. À quoi ça peut servir? Alors, bien sûr, déjà, on voit bien que c'est téléchargé, que les gens vont les utiliser pour différentes raisons. Et ça peut être sujet d'article, ça peut être sujet de colloque, et c'est sujet de thèse. Et c'est vrai que, par exemple, le travail qu'a fait Jasmine est tout à fait remarquable et nous porte vraiment dans notre travail, dans notre mission quotidienne, parce qu'on voit que ça sert à quelque chose, qu'il y a un potentiel, qu'on peut faire des thèses sur tout cela, qu'il y a des sujets à approfondir et qu'il y a tout, en effet, tout un champ de recherche qui peut être déjà au moins imaginé. Voilà, merci beaucoup. Voilà une très belle transition. Voilà, transition. Merci beaucoup. Alors, un petit commentaire quand même. Cette presse, on peut la consulter. Ça ne concerne, à mon avis, pas que les chercheurs. Ça concerne aussi les curieux. Parce que si vous avez la patience, par exemple, de déchiffrer certains des journaux qui sont exposés ici, ça raconte des histoires, ça raconte des anecdotes d'époque. Ça nous replonge dans un passé, peut-être mieux qu'un film, d'une certaine manière, parce qu'on a toute une réalité qui remonte. C'est ça la force de la presse, c'est que ça parle quand même de sujets vivants dans le moment où ça se fait. Je sens que Marie-Delphine nous a rajouté un mot. Juste les deux dernières photos, me permettez d'évoquer l'exposition qui est ici, mais regardez juste la dernière, parce que je pense que c'est assez touchant. La dernière photo, si vous permettez. Vous avez ici, au milieu de l'image, Madame Lucette de Sable. Et vous avez à l'arrière la Réforme illustrée. Sachez que cette dame est la fille du propriétaire du journal qui est derrière. Et de la voir lors de l'inauguration m'a fait chaud au cœur parce que, si vous voulez, il y a encore ici à Alexandrie, non pas seulement les vieux journaux, mais les descendants ou les acteurs de cette presse francophone. J'étais ravie qu'elle soit là pour voir son papa en photo et quelques exemplaires du journal dont il était le propriétaire. Excusez-moi, je me tais. On verra, on verra. Yasmine, donc, vous avez choisi, vous qui êtes plutôt une littéraire, de travailler sur la presse. Alors, je suppose que ça vous disait beaucoup de choses sur le statut de la langue
à Alexandrie. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet, puis peut-être quelques mots aussi sur le sujet, sans entrer dans le détail, parce que là on n'est pas sur un colloque universitaire, mais voilà, pourquoi ce sujet, qu'est-ce que ça a représenté pour vous de découvrir la richesse de cette presse? Je vais vous parler du statut de la langue française en Égypte. Pourquoi? Pour parler aussi de la presse francophone, parce que qu'est-ce qui fait que dans les années 20 et 30, il y a eu tellement de rédacteurs et de lecteurs qui ont été capables de tenir une presse si énorme de 700 périodiques, comme vous avez dit. Donc, il y a toute une histoire derrière cela, et bien sûr, la langue française en est la clé. Et toujours quand on parle de cela, quand on parle du français en Égypte, ou bien de l'Égypte en France, on parle de l'avant et l'après Napoléon. Donc, avant Napoléon et après Napoléon, ou l'expédition d'Égypte, c'était comment? À la fin du XVIIIe siècle, la présence du français en Égypte s'était limitée au passage de quelques voyageurs ou de quelques commerçants en Égypte. Après l'expédition, ça devient différent. En fait, les capitulations, par exemple, donc les capitulations, c'est un accord qui était signé entre l'Empire ottoman et la France, et qui donnait la liberté de commerce aux commerçants français et l'accueil, le libre accueil des commerçants dans les territoires de l'Empire ottoman, à condition de ne pas dépasser 10 ans et de ne pas se marier sur place. Et ce n'était pas mis en vigueur avant Napoléon. Après l'expédition d'Égypte et la venue de Mohammed Ali, donc le grand modernisateur de l'Égypte, avec son contact avec Napoléon et avec l'expédition, il a été si intéressé, bien sûr, par les progrès français. Et quand il a pensé à moderniser l'Égypte, bien sûr, il a eu d'abord recours aux experts venus de France, d'abord pour l'armée, parce qu'il a commencé sa modernisation par l'armée, mais aussi un peu par l'éducation. À l'époque, il n'a pas accordé assez d'intérêt à l'éducation parce qu'il a vu que c'était plus important peut-être de commencer par le renforcement militaire, mais il a été assez rusé parce qu'il n'a pas négligé l'éducation. Comment? Il savait qu'en Égypte, l'éducation était surtout dans les koteb, c'est-à-dire les petites écoles religieuses dans les villages et un peu dans les villes aussi. Et les koteb étaient tenus par des cheikhs de l'Azhar. Et donc, la manière de moderniser l'éducation, c'était de passer d'abord par les cheikhs de l'Azhar. Et c'est ainsi qu'il avait envoyé beaucoup de missionnaires religieux en France, où ils avaient appris d'autres choses que la religion. Et donc, ils voulaient intégrer les autres matières, la médecine aussi, la traduction, les langues. C'est ainsi qu'il a commencé par ces missions-là. Mais vers la moitié du 19e siècle, ses successeurs étaient aussi, comme lui, influencés par la langue française et la présence de la France en Égypte. Et par exemple, Saïd Pacha, qui a succédé à Mohammed Ali un peu après, vers la moitié du 19e siècle, il a accordé un grand budget à l'éducation et aux écoles étrangères, même plus qu'à l'enseignement public. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup d'écoles communautaires qui ont ouvert leurs portes. Par exemple, la grecque, Tositza, la grecque, l'arménienne, Borossian, l'italienne, etc. Donc toutes ces écoles communautaires où le français était enseigné, ainsi que les écoles des missions catholiques qui étaient les bienvenues en Égypte. Et la première, c'était en 1846, par exemple, c'était au Caire, par les religieuses d'Angers. Après ça, donc, plusieurs missions catholiques ont ouvert des écoles en Égypte et en Orient en général pour l'accueil qu'il y avait par le Pacha, Saïd Pacha et ses successeurs, Ismaïl Pacha notamment. Et pour d'autres raisons aussi, par exemple, les Sœurs de la Mère de Dieu étaient venues ouvrir
leur école ici, parce qu'on leur avait retiré l'éducation des filles des membres de la Légion d'honneur en France. Ça a continué ainsi vers 1905, par exemple, avec la loi de la laïcité. Il y a eu encore plus de missions religieuses, plus d'écoles ouvertes en Égypte, et en plus des écoles laïques aussi, parce que notamment il y a eu un budget pour l'éducation laïque à l'extérieur de la France. Vous diriez donc que l'enracinement du français est passé par les écoles. Ça a vraiment été ça le ferment. Et donc l'enseignement des écoles était souvent en français, parce que finalement c'est devenu un peu spontanément la langue véhiculaire de ces communautés étrangères, c'est ça? Oui, tout à fait. Je dirais par l'éducation et par la politique, donc les deux, parce que bien sûr ce passage politique, disons, et le fait que Mohamed Ali, en tant que politique, avec tous ses successeurs, ait appuyé la présence du français est très importante. Et elle est aussi importante parce que c'est à travers cela que le français est un peu devenu une langue d'élite. Parce que ça a commencé par la classe dirigeante, ensuite, bien sûr, la classe des nobles, entre guillemets, et la haute bourgeoisie, donc toutes les personnes qui souhaitaient avoir un statut social élevé. Et par les écoles aussi, donc les écoles communautaires, c'était pour les étrangers, des écoles des missions religieuses pour les deux, étrangers et égyptiens. Donc ensuite par les écoles, oui. Et alors dans votre travail sur le français, vous avez trouvé que la presse était justement une illustration intéressante de ce statut de la langue? Tout à fait, parce que dans les années 20 et 30, quand toutes donc, ces personnes étaient déjà diplômées de ces écoles-là, il y a eu un public et des rédacteurs de la presse francophone d'Égypte qui ont pu tenir cette presse qui tournait non pas seulement autour de la politique ou des nouvelles d'actualité, mais de toute la culture que leur avait véhiculée la langue française, c'est-à-dire culture, littérature, art, même sport, musique. Donc il y avait les journaux et les périodiques, revues politiques, mais aussi et même surtout des publications qui avaient un fort caractère littéraire. Et c'est ainsi que je suis attachée, par exemple, moi, à l'aspect peut-être plus littéraire que politique, et encore plus alexandrin qu'égyptien ou kérote. Parce qu'à Alexandrie, c'était encore plus particulier. Il y avait une grande présence des étrangers et ce n'était pas question de langue, c'était question d'influence économique et culturelle. Et les revues reflétaient cela. Déjà, les revues par rapport au quotidien sont déjà illustratives d'une certaine classe sociale qui lisait ces journaux, parce que les revues sont plus chères en général, ça coûte plus, il y a des photos, il y a de l'image, des couleurs, et donc l'accès à leur lecture était plus une certaine classe. Et les informations qui se trouvaient dedans étaient, comme j'ai dit, donc littéraires aussi et culturelles, mais on y trouve... Et mondaines. Et mondaines, tout à fait. Une place importante de la vie mondaine et de son illustration. Bien sûr, oui. La société était très présente et une certaine société, bien sûr, mais elle était très présente dans les photos même, les balles, on voyait les balles, par exemple, masquées du comte Filmier, par exemple. On pouvait voir des photos de personnalités alexandrines, que ce soit de la municipalité, c'est-à-dire des cadres politiques, mais aussi, par exemple, des dames de la société qui pouvaient être, par exemple, comme modèles, se montrer comme modèles dans les photos devant leur nouvelle automobile. Donc, et derrière tout cela, en arrière-plan, l'image d'Alexandrie, de ces monuments ou de l'Égypte en général. C'est comme ça que j'ai appris en lisant un de ces vieux journaux que le grand hall de l'Institut français était une salle de bal assez couramment. Il y avait une vie mondaine qui se déployait ici et qu'on élisait chaque année une miss
Alors, Miss Anciens Combattants, parce que c'était l'association des anciens combattants, mais bon. Voilà, et la presse témoignait de tout ça, et on en trouve des traces. Donc, voilà, une des utilités de la presse, c'est qu'on peut retrouver ce qui est notre passé. Par exemple, une des nouvelles qui m'a trop émue quand je l'ai lue dans la presse francophone, c'était la nouvelle du naufrage du Titanic qui s'était produit il y a 2 jours et duquel on lisait dans la presse francophone et que je lisais en même temps que les personnes qui ont lu cette nouvelle il y a des années. Donc, c'était comme si j'étais partie dans le passé et que je vivais les événements à nouveau. Donc, et c'est applicable à toutes les autres nouvelles aussi, tout ce qu'on apprend à propos de la vie en Égypte à travers cette presse. Alors, merci, on va peut-être avoir l'occasion de parler de ce statut du français. Alors, petite transition, Dalia, avec El Aram, évidemment, on traite de tous les sujets, mais j'aurais tendance à dire notamment de la culture. Alors, est-ce que c'est une stratégie volontaire du journal dès son origine, et est-ce que c'est relatif justement à l'emploi du français ou c'est anecdotique? En fait, c'est la culture, mais c'est aussi tout ce qui est social et culturel. En fait, dès le commencement, l'hebdo a été conçu en tant que c'est un hebdomadaire, un tabloïd, et qui traite, c'est un généraliste, mais en même temps, la deuxième partie du journal est surtout plus style magazine, et du coup, on est plus penché sur la culture, sur les sujets sociaux. De plus en plus, on s'est rendu compte sur le patrimoine, bien sûr, qui est un sujet assez vendeur pour un journal francophone. Donc, de plus en plus, on s'est rendu compte, au fur et à mesure, que ce sont les pages les plus lues, plus ou moins, entre guillemets. Et du coup, on a augmenté au fur et à mesure ce nombre de ces pages. Surtout pour les pages société, par exemple, on avait au départ, quand on a commencé, on avait juste 2 pages mode de vie. Et au fur et à mesure, maintenant, on a 2 pages quotidiens, donc c'est sur 2 pages, et 2 autres, donc on l'a multiplié par 2, carrément, parce qu'on a trouvé que c'était parmi les choses les plus lues dans le journal. J'ai un peu court-circuité votre présentation. Maintenant, on va retracer un peu ce parcours de El Aram Hebdo à travers les quelques-unes que vous nous proposez. Ouais, d'ailleurs, je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de plonger un peu dans nos archives et d'essayer de chercher en fait des couvertures qui sont un peu, qui peuvent raconter un peu l'histoire du journal pendant ces 25 ans, puisqu'on a changé plusieurs fois de maquette, parfois c'était en couleur, parfois pas en couleur, parfois... donc le journal a commencé en 94, en septembre 94, et donc vous avez là la première couverture du journal qui date de 94. Et à l'époque, justement, on est dans une époque très différente de ce qu'en fait on parlait tout à l'heure d'une Égypte très cosmopolite, d'un environnement cosmopolite qui a fait en sorte, qui a donné naissance à plein de journaux francophones, puisque le français c'était la langue partagée entre les diverses communautés. Ici, avec El Aram Hebdo, on est dans un contexte très différent. On est dans les années 90, comme M. Kramer a expliqué comment l'idée a commencé, mais aussi il faut dire que c'était une volonté politique. Dans les années 90, c'est quand même une époque qui a vu l'effondrement du mur de Berlin, la globalisation, la démocratisation d'Internet, plein de choses, la globalisation, en fait, la fin du communisme, et surtout, pour l'Égypte, c'était l'islamisme, plein d'événements terroristes qui ciblaient le tourisme, qui est quand même crucial pour l'économie du pays, et une islamophobie aussi, qui fait monnaie courante en Occident. Et donc, quand le groupe de presse El Aram a décidé d'abord à lancer un journal en 91 en anglais, qui est le Weekly, toujours un hebdomadaire, en 94, c'était le tour de l'hebdo d'avoir quelque chose en français qui peut quand même porter la voix du pays, expliquer les choses d'un point de vue égyptien. Mais quand je dis que c'était une volonté politique, puisque quand même on fait partie d'un groupe de presse nationale, ça veut dire que c'est la presse étatique,
Mais comme déjà il y avait cette intelligence, c'est que si on veut s'adresser à l'étranger, soit en anglais, soit en français, donc il faut quand même le faire de manière convaincante. Ça ne sera pas un outil de propagande, ou ça sera pas... mais il faut vraiment faire quelque chose de professionnel, où on a les différents points de vue, mais qui reflète le point de vue moyen-oriental, égyptien, etc. Comment on voit les choses. Si vous voulez bien, donc... avant de passer à ça, je voudrais juste dire... c'est juste... je voudrais dire aussi que lorsqu'on a commencé, on était juste un groupe de 25 personnes. Donc il fallait quand même choisir des journalistes qui ont un profil différent. Et c'est important parce que ça va influencer la manière de présenter les articles. Des gens qui ont une double culture, qui ont grandi à l'étranger, ou bien en Égypte, qui ont fait l'EUCI ou d'autres dans des établissements religieux ou autres, mais aussi qui ont appris le journalisme sur le tas, même ceux qui ont fait des études en communication, puisqu'on n'a pas d'école de formation de journalistes ici. Donc les gens même qui sortaient de la faculté de communication avaient l'occasion, puisqu'on commençait avec un journal qui est à ses débuts, d'apprendre sur le tas le journalisme. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que avec tout ce qu'on a appris, donc il y a toute une génération qui s'est formée dans le journal, dont moi, il y a Fouad Mansour qui est le rédacteur en chef ici présent, on a fait partie du premier groupe qui était là dès le départ. Et ces gens-là, après, ils ont eu plus ou moins une certaine influence même pour la presse arabophone, comme ce qui était le cas par plein de gens au début. Le théâtre et la presse en Égypte, même arabophones, sont nés à cause de gens qui étaient francophones, plus ou moins, des Syro-Libanais, des Levantins, etc., qui étaient là et qui possédaient le français, qui avaient cette culture française et qui ont beaucoup influencé le théâtre et la presse. À notre tour, mais de manière différente, c'est que tous les gens qui ont appris à faire le reportage, l'enquête à la française, etc., et qui ont appris plein de choses sur le tas, ils ont communiqué un peu, puisqu'on a travaillé pour la plupart dans la presse arabophone aussi, ou dans la presse anglophone, et du coup c'était un moyen de passer ce savoir, cette manière de faire, qui n'était pas très présente dans la presse arabophone. Si vous voulez bien, on passe à la deuxième couverture. Alexandre, où es-tu? Puisqu'on est à Alexandrie. Si Alexandrie, ça plaît, forcément. Voilà. Donc c'était au début, donc, dans la première année de l'hebdo, toujours, je pense. Et je crois que ça doit être le 22e numéro, quelque chose comme ça, je ne vois pas très bien d'ici. Mais en fait, il y avait une archéologue grecque qui était venue, qui s'appelait Liana Zoualzi, qui avait beaucoup d'écho à l'époque, parce qu'elle disait que j'ai trouvé la tombe d'Alexandre le Grand à Siwa, sur la frontière libyenne. Et ça, j'ai choisi surtout ça, c'est pas uniquement parce qu'elle est Alexandrie, mais c'est parce que, à l'époque, cet article, c'était une enquête sur 2 pages, a dû passer dans pas mal de journaux, parce que le groupe El Ahram à l'époque faisait partie d'un réseau international qui s'appelait World Media. Je crois qu'on n'est plus membre de ce groupe en ce moment. Mais le fait, et ça, je pense que même quand on parle perspective, ça peut être intéressant dans un sens, c'est d'appartenir à un réseau. Quand on appartenait ici à un réseau de journaux de par le monde, donc cet article a été repris sur les 2 pages par la Stampa, par la Corriere della Sera, par Le Soir, par l'Hebdo Suisse, par plein de journaux, un peu partout dans le monde, parce qu'on faisait partie d'un réseau. Et je pense que si on veut parler d'un avenir d'une presse francophone en Égypte, on ne peut pas en parler sans parler d'un réseau, peut-être qui peut se faire au niveau de la Méditerranée, de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique noire, c'est le Nord, l'Afrique du Nord, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi surtout cette couverture. Celle d'après, c'est Arafat, puisque c'est... et ça, on se rend compte, comme vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que les journaux, c'est un lieu de mémoire, et les années 90, c'était les années des accords d'Oslo, du rêve des 2 États, du retour des réfugiés, de plein de choses. Donc là, si on passe en revue un peu plusieurs couvertures de l'hebdo,
ça sera toujours le rêve du retour. Ça sera Kadhafi quand il a mis tout le monde à la porte parce qu'il leur a dit vous avez un État, allez, vous pouvez rentrer. Donc on a eu pas mal de gens qui étaient entre les frontières, soit avec la Libye, soit... Et également, on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de titres qui peuvent être valables jusqu'à présent. Quand on parle de paix déchirée, quand on parle d'un pays en lambeaux, d'un territoire en lambeaux, et de plein de choses qui étaient reléguées à la fin du calendrier des accords de paix à l'époque, et qui peuvent toujours être d'actualité, on peut toujours continuer à en parler. Ça aussi, c'est la même chose, je pense, c'était l'un entre l'exil et le retour, ou bien c'était là à l'époque, lorsque Kadhafi a décidé de mettre tout le temps sur la frontière, tout le monde, ou bien aussi, c'était un reportage qu'on avait fait à l'un des camps de réfugiés à Canada, je pense que ça s'appelait, c'est à la frontière avec la frontière palestinienne, en fait, à la fin. L'Algérie, on a toujours eu aussi, puisque nous, notre ligne éditoriale a été toujours, en fait, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Égypte. Donc ça, c'était la décennie noire en Afrique, en Algérie, bien sûr. Et on a eu pas mal de nos collaborateurs, il y avait pas mal de journalistes, d'intellectuels, etc., algériens, qui sont venus chercher refuge à l'époque, puisqu'ils étaient sur la liste des terroristes, et qui sont venus et qui ont travaillé avec nous à l'hebdo. Là aussi, c'est, pour souligner autre chose, ça c'est quelque chose, c'est les prisonniers de guerre en 67. Et c'était un sujet sur lequel c'était une enquête sur laquelle on a dû travailler. Et ça, c'était un avantage, c'est de faire partie d'un groupe étatique, national, etc. Donc, on peut être accepté, ici, on a dû carrément... il y avait des gens qui étaient enterrés, apparemment, sur la piste de l'aéroport d'El Arish, au nord du Sami. Et donc, comme on fait partie d'un groupe étatique, on peut avoir accès à ce genre de sujet et on peut en parler. Je pense aussi que c'était parmi les articles. Voilà, c'est parmi les sujets aussi, la guerre de l'eau, les sources du Nil, c'est parmi les sujets dont on a toujours parlé et qui continuent toujours à être valables. En fait, là, ça représente une autre période, c'est qu'on a commencé à faire des pages en couleur. Le logo a changé. Ouais, et la maquette aussi, hein, par moment, il y a certaines choses qui ont changé. Donc là, c'est Angers-Démence, c'était un sujet, et là aussi, c'était en 96, je pense, et c'est à une époque où on s'est rendu compte que le social, c'est de plus en plus notre terrain. Et c'était une enquête, en fait, un reportage fait sur les chauffeurs de microbus, et influencé, en fait, c'était inspiré d'un film qui est sorti à l'époque, sur les chauffeurs qui s'appelait Les démons de l'asphalte. Là, c'est les 100 ans, après 100 numéros, en fait, les premiers 100 numéros de l'hebdo. Notre manière de... Et Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz, c'est une histoire avec l'hebdo parce qu'on a eu la chance, vu le rapport spécial qu'avait notre ancien rédacteur en chef, Mohamed Salmaoui, avec Naguib Mahfouz. Donc, on avait souvent accès à des textes inédits de Mahfouz. Donc, on était parmi les premiers à traduire ses rêves de convalescence vers le français, au fur et à mesure. Et donc, ça, c'était pour célébrer ses 85 ans. Donc, on a fait un peu sur les pas de Mahfouz. On a fait des reportages, etc., dans la ruelle de Naguib Mahfouz, pour voir comment les gens ont changé par rapport à son livre. Shahin, bien sûr. Et c'est aussi, de plus en plus, vous allez voir que la couverture de l'hebdo, c'est souvent des choses, ça peut être culturel, ça peut être social, etc. Et c'est quelque chose qui ne se passe pas très souvent dans la Chirac. Ouais. Et c'est l'OR, je pense, c'est avec lui, sur le... Ouais. Pareil, c'est un reportage à Roustad, c'est à l'époque on voulait que les gens déménagent. Et c'était la cité de l'argile, là où des poteurs, etc. Et à un moment donné, on voulait qu'ils partent pour des conditions écologiques, etc.
Et c'est de plus en plus aussi des sujets locaux. Et c'est ce qui caractérise plus ou moins les journaux, je pense, francophones, qui ont émergé dans les années 90, qui sont en français, partout, pas uniquement en Égypte, c'est d'avoir des sujets plus assez locaux, et c'est des journaux dans une langue qui n'est pas nationale, mais ce sont des journaux très nationaux en fait. Et ça c'était l'an 2000, donc le village, la couverture pour l'an 2000. Les femmes marocaines, un avenir plus souriant. Toujours, vous remarquez la différence des couvertures en fait qui sont un peu différentes, on passe d'une face à l'autre, et c'est souvent en fait un choix éditorial bien sûr, mais aussi vous allez trouver qu'on passe au fur et à mesure d'un jour de papier à l'autre. À un moment donné c'était un papier journal, plus tard vous allez voir c'est du papier couché qui coûte plus cher, etc. Donc c'est des choix éditoriaux, mais aussi qui sont très liés à nos conditions économiques. Parfois on a plus de pages, on était à 40 pages, parfois à 36, parfois à 28, tout ça à cause des restrictions budgétaires, donc c'est lié aux conditions de survie aussi. Alors le choix de la photo de une, c'est important, j'imagine. Ouais. C'est une vraie réunion d'état-major, non? Ben, oui, c'est... Et souvent, il y a des sujets comme ça qui se décident parce que ça va sans dire qu'on va avoir de belles photos et que ça sort un peu de l'ordinaire. Le sport aussi, c'est parmi les sujets, c'est toujours la deuxième partie de Ahli Zamalek, c'est des sujets qui sont assez vendeurs. Voilà, ça c'était aussi une autre, c'est Khayamia, c'est aussi, la maquette elle est différente ici par rapport à l'autre maquette. Et ça c'était la révolution en 2011. Donc la révolution du 25 janvier 2011. Donc la rue fait pression. Le titre est presque en dessous. Hein. Et la photo est très impressionnante. Ouais. Et ça, c'est pour célébrer le numéro 1000. Donc il y a aussi, quand on parle, donc voilà, c'est la plume et contre le couteau. C'était à l'époque, dans les années 90, quand Naguib Mahfouz a échappé à une tentative d'assassinat. C'est toujours le journal en tant que lieu de mémoire où facilement on peut voir, toujours c'est la maquette, elle est différente depuis la Syrie. Ça aussi, comment on essaye de ne pas être trop, en fait c'est quand on fait quelque chose sur la conférence économique à Sharm el-Sheikh, on essaye un peu de ne pas être dans le registre très très officiel, mais d'essayer de trouver autre chose pour dire quelque chose d'une conférence, pour parler d'une conférence officielle. Le patrimoine, donc voilà, ça c'est sur le palais du Manial Palace, sur le palais de Manial, une fois rénové. Ça c'était pour le 14 juillet, et la couverture, elle a été faite par Goulot. C'est Goulot. Oui. Ouais, et qui quand même quelqu'un qui a vécu pendant très longtemps en Égypte et qui était toujours qui a toujours soutenu l'hebdo, et toutes les fois qu'on a recours à lui, il ne tarde pas, oui. Ça c'était le sport toujours, c'était la Coupe africaine. La dernière Coupe d'Afrique. Ouais. Luxor. Le patrimoine. Ouais. Ça, c'était une exposition qui s'est déroulée récemment à la rue El Mouez, dans le Caire Fatimide. Et donc, toujours, il y a de l'art. C'était une exposition d'art contemporain. Et c'est la toute dernière, c'est notre dernière couverture, celle d'aujourd'hui. En fait, c'est un couple, c'est le premier couple partout dans le monde à être. C'est deux champions de squash. En fait, qui sont mariés, tous les deux. Alors, vous diriez qu'au long de ces 25 ans, c'est quand même déjà pas mal, un quart de siècle, vous avez finalement gardé un certain nombre, enfin une certaine fidélité, une certaine ligne, même si elle a pu varier, et notamment ce choix des sujets culturels et sociaux, c'est ce qui caractérise notamment la publication, vous diriez ?
En fait, la première partie, ça continue à traiter de l'actualité politique, soit pour les pages Égypte, ouais, soit pour les pages monde arabe, Afrique, etc. Mais comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est qu'on a découvert au fur et à mesure que c'était par exemple pour les pages culturelles, on avait 7 pages quand même, ce qui est énorme. Maintenant on a 6 parce qu'on avait une page littérature qui n'existe malheureusement plus pour le moment. On essaiera que pour des raisons, en fait, il fallait trouver de bons traducteurs, les payer aussi, avoir les droits, et c'était assez compliqué à un moment donné pour des restrictions budgétaires. Mais quand même, 7 pages culturelles, c'est quand même énorme. 4 pages de société, 4 pages de sport, etc. Au fur et à mesure, c'est la partie en fait la plus solide du journal. En fait, pas la plus solide, mais c'est en fait, on découvre que les gens ils sont de plus en plus intéressés par savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays à travers ces pages. Ouais. Donc, de toute façon, c'est une vitrine pour l'extérieur. Oui, Gilles. Je me permets juste d'intervenir un peu parce que, à l'origine également, au moment où se crée l'Ahram Hebdo, il y a aussi une filière de formation en journalisme en langue française qui se développe à l'Université du Caire. Et en fait, ce sont des formateurs qui viennent du Centre de formation des journalistes qui a été associé au tout premier projet, c'est-à-dire à la toute première maquette du journal. Et donc, c'est une formation qui se fait avec des professeurs égyptiens et des professeurs français qui sont soit des journalistes venant du centre de formation des journalistes, donc des praticiens, soit des chercheurs qui viennent de l'Institut français, qui en fait dépend de l'université. Donc il y a des professeurs qui donnent des cours classiques, et puis il y en a d'autres qui animent des ateliers d'écriture journalistique. Et c'est vrai que parmi les genres journalistiques faciles d'accès que l'on peut faire et qui constitue le vrai journalisme tel qu'on l'imagine, c'est le reportage, c'est-à-dire aller sur le terrain, rencontrer les gens, faire parler les gens, l'interview. L'enquête, ça demande énormément de moyens, c'est un peu compliqué, mais en général, ces formateurs qui viennent du centre de formation des journalistes et qui donnent des cours à l'université font beaucoup de reportages. Et c'est vrai que la plupart des jeunes qui sont embauchés par l'Ahram Hebdo sont aussi en formation au centre à l'université, et avec ces professeurs qui leur font beaucoup travailler sur les reportages. Et ce que je vois dans El Ahram, qui est un peu le lien que l'on ne voit pas dans d'autres journaux, et notamment pas dans le journal El Ahram Weekly, c'est-à-dire la version anglaise, c'est que dans El Ahram Hebdo, les journalistes vont sur le terrain et rencontrent du monde et parlent de la réalité en allant sur le terrain. Ils ne sont pas uniquement dans le bureau en tant qu'experts, c'est vraiment sur le terrain en tant que journalistes qui relèvent, qui vont chercher l'information. Donc le reportage est important. Et donc le reportage a vraiment été très vite, enfin ça s'il y a un lien, tu me diras si je me trompe, mais s'il y a un lien depuis l'origine à ce jour, c'est vraiment les reportages. Et je me souviens d'avoir discuté avec le patron de l'agence France Presse, qui est un grand monsieur, Sami Ketz, qui est resté plusieurs années ici et qui avait été mon professeur au centre de formation des journalistes et qui ensuite a été à la tête de l'AFP à Beyrouth. Et il m'a dit, il y a 2 sortes de journaux francophones à l'étranger. Il y a ceux que l'on lit pour vérifier, nous, agence France Presse, que nos dépêches sont bien reprises. Et puis il y a ceux que l'on lit pour apprendre des choses. Et l'Ahram Hebdo fait partie de la 2e catégorie. Venant de Sami Ketz, c'était une belle... Merci. Un bon compliment. Mais c'est vrai, on avait aussi, en fait, pas uniquement les gens qui passaient pour faire la filière, mais aussi, au début de l'hebdo, il y avait le desk qui doit relire les articles, etc. Il y avait des coopérants du CFPJ, et c'était un peu la contribution de la France. C'est que, et du coup, on a vu défiler pas mal de noms qui sont devenus des journalistes assez connus en France après. Ils ont dû passer par le CFPJ, le Centre de formation journalistique. Et donc, on a eu pas mal de gens qui étaient de passage. Et en fait, ce lien en fait, qui a continué avec les uns, etc., c'était toujours un moyen de former les gens vraiment sur le tas, en faisant du travail de terrain. D'ailleurs, les chauffeurs, on avait la chose... En fait, quand on avait recours à des voitures de l'Ahram pour nous accompagner pour des reportages ou des enquêtes, etc., ils se plaignaient parce qu'ils nous disaient « mais vous demandez plus de voitures, etc., que tout le reste du groupe. Vous bougez trop. » Alors, on est
m'est amené forcément à s'interroger sur le public de la RAM, ce qui vous envoie comme retour. Alors, je parle du public égyptien parce que c'est vrai que vous avez aussi une projection vers l'extérieur pour faire parler de l'Égypte, faire connaître l'Égypte à l'extérieur. Mais qui sont vos lecteurs, sachant que, bon, mathématiquement, statistiquement, le public francophone s'est réduit, en tout cas en proportion de la population. Alors, est-ce que vous connaissez vos lecteurs? Est-ce que vous connaissez leurs goûts? Les goûts, oui, à force de discuter quand on rencontre des gens, à force on avait le courrier aussi des lecteurs, on recevait régulièrement des lettres des lecteurs. Maintenant, il y a Facebook et les réseaux sociaux, etc. Donc, on avait souvent des échos et on a pu connaître plus ou moins qu'est-ce qui plaît. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter certaines pages par rapport à d'autres et de voir où est notre point fort par rapport même au Weekly, qui est un journal assez intellectuel, assez intéressant, etc. Mais par la force des choses, les gens qui parlent souvent français, ils parlent aussi anglais. Donc, il fallait trouver une autre spécialisation, quelque chose d'autre qu'on peut présenter, qui ne soit pas la même chose. Quel est notre lectorat? En fait, c'est forcément ou des Français qui vivent en Égypte, ou des gens, des francophones, soit de l'ancienne génération, ou de la nouvelle, parce qu'il y a pas mal Et justement, quand on parle de perspective, est-ce que maintenant il y a de plus en plus des écoles internationales, c'est pas uniquement francophone, mais aussi qui donnent un cursus international, ce qui fait on va avoir de plus en plus en fait des lecteurs francophones. Il y en a même dans ces écoles qui ne sont pas comme dans le temps, qui ne pratiquent pas tellement l'arabe. Donc dans quelques années, on va avoir toute une génération qui parle plus l'anglais ou le français que l'arabe. Et ce sont aussi les gens qui peuvent payer un journal, c'est pas cher, mais quand même, qui peuvent être intéressés par ce genre de sujet parce qu'ils ont la même culture, etc. Donc, ce serait intéressant aussi d'avoir des études de marché, chose qui manque en Égypte énormément, pour savoir, en fait, ce qui manque en Égypte, c'est les études de réception et les études sur le marché. De toute façon, ça, c'est même pour la presse arabophone, il n'y en a pas, il n'y a pas vraiment d'études sérieuses. Est-ce que vous diriez, comme ça a été le cas dans le passé, que vous avez comme public, et vous peut-être visez, un public de l'élite, et donc qui a un pouvoir d'influence bien supérieur à son poids numérique? Oui, tout à fait, parce que c'est, si on veut dire, des leaders d'opinion. Oui, il y en a forcément, parce que c'est un peu la haute bourgeoisie, la classe moyenne, au-dessus de la moyenne, etc. Il y a quand même un pourcentage un peu minime des gens qui veulent apprendre le français et qui essayent quand même de continuer d'essayer de lire quand même des articles. Mais oui, ça peut être... On organise par exemple, ça fait plusieurs années maintenant qu'on organise une conférence économique regroupant tous les hommes d'affaires, etc. Et les firmes françaises, etc. Avec des personnalités officielles. Et on se rend compte de plus en plus quand même que parmi les ministres et les gens qui sont en fait qui travaillent, les hauts fonctionnaires, etc., qui sont parfaitement francophones. Donc oui, quand même, on a un lectorat assez spécial. Je vais demander son sentiment à Yasmine Agha, qui regarde évidemment ce qui se passe du côté du français. Alors, on a évoqué l'histoire, mais comment vous percevez la présence diffuse ou pas du français, par exemple à Alexandrie, qui justifierait qu'il y a encore un public potentiel de ça? En fait, si je vais faire la comparaison, bien sûr, je ne peux pas comparer la période de la francophone d'Égypte à l'actuelle, bien sûr, parce que non seulement c'était la présence du français, mais le français comme langue intercommunautaire. Donc toute cette vie de communautés qui ont choisi, pour sortir de leur isolation communautaire, une langue qui est la langue française comme langue de partage. Donc le statut du français comme langue intercommunautaire était très important pour l'effervescence ou l'essor de la presse francophone d'Égypte à l'époque. Actuellement, ce n'est pas bien sûr
exactement la même situation. Le français, il est là, bien sûr, il est encore là. Nos écoles, surtout les écoles religieuses qui n'ont pas été nationalisées en 1952, et la seule en fait école laïque qui n'a pas été nationalisée, c'était Girard, parce qu'elle avait passé aux mains des sœurs franciscaines en 1951. À part ça, toutes les autres écoles, ou bien elles ont disparu, ou bien ont été nationalisées, à part les religieuses, qui continuent à enseigner le français. Le public ou les étudiants sont encore francophones, bien sûr, et peuvent être publics de cette presse. Pour les écoles internationales, donc, je crois que oui, ça peut donner, comme vous avez dit, un futur public de la presse francophone, mais qui sera toujours en compétition avec l'anglais. Donc, la presse francophone, elle est là, elle va durer, mais la compétition, elle n'est pas facile. Donc, c'est ce que je pense du futur. Donc, il faut vraiment travailler, il faut faire beaucoup plus d'efforts qu'avant. Dalia ? Je voudrais juste ajouter quelque chose. En fait, il y a quelques années, on a eu la revue d'Égypte. C'était, en fait, ça faisait partie, et c'est pour parler, en fait, comment, quand on fait partie d'un groupe, ça veut dire qu'on est plus ou moins soutenu par les moyens financiers de ce groupe, et qu'on ne peut, en fait, on ne cherche pas forcément, puisque, comme je vous ai dit, ça tient d'une volonté politique avant tout, et donc notre existence est toujours liée à cette volonté. Mais donc c'est un point faible quelque part, mais c'est aussi un point fort parce que sinon, la revue d'Égypte qui a essayé d'être présente sur le marché, c'est Egypt Today en anglais, qui sortait en fait, et ça a eu du succès, etc. Ils ont eu le courage après de faire sortir une revue qui est la revue d'Égypte, qui était très bien faite. Mais ça n'a pas pu tenir. Parce que pour chercher un gain vraiment direct, c'était pas faisable. Ils ont dû essayer de tenir pendant 1 ou 2 ans et puis ça n'a pas marché. Et, je dirais aussi que la problématique maintenant pour la presse, c'est pas seulement le français, la presse francophone, mais la presse elle-même. Est-ce qu'elle va lutter et comment elle va se transformer pour pouvoir suivre les nouvelles chaînes de télé ou YouTube ou les différents sites internet. Donc, en parallèle au défi de la française, il y a aussi ce défi qui rend l'avenir un peu difficile. Un mot de Marie-Delphine. On peut peut-être mettre nos espoirs dans la mission laïque et le lycée français, qui quand même recrute beaucoup de jeunes Égyptiens, et que ce soit au Caire ou ici à Alexandrie, on peut espérer que, eh bien, il y a là entre les mains des professeurs du lycée français tout le lectorat qu'on souhaite pour la presse francophone. On l'espère en tout cas, parce que ma foi, ils sont nombreux tous ces petits enfants égyptiens qui ont envie d'avoir un cursus, dont les parents souhaitent en tout cas qu'ils suivent un cursus francophone. Et on peut les remercier aussi de cet effort, ce n'est pas forcément évident. Et donc je pense qu'il y a quand même un espoir quand on voit le nombre d'enfants présents au lycée français à Alexandrie notamment. Il faut encore que les jeunes lisent, ça c'est un autre combat. J'ai eu un petit mot de conclusion, une première conclusion, puis on va passer la parole au public. Oui, je crois qu'un journal comme El Ahram a quand même, comme disait Dalia, sur le fait que ce soit soutenu effectivement par un groupe qui est un groupe de l'État, a aussi une vocation diplomatique. Donc je pense que ça, c'est aussi un journal qui s'adresse à la France, aux francophones, aux Canadiens, etc. L'Égypte fait partie de la grande maison des États, de gouvernements ou eux-mêmes de langue officielle française, pardon. Donc c'est quand même une collectivité de plus de 50 pays, je crois, avec un sommet, il y en avait un à Erevan l'année dernière, ça sera en Tunisie l'année prochaine. Et donc,
il faut s'adresser aussi à toute cette communauté de pays, qui sont souvent des pays africains. C'est aussi le Canada, c'est aussi les pays européens. Donc, un journal comme ça, évidemment, est lu dans toutes les ambassades de tous ces pays-là, mais c'est aussi une image de l'Égypte qui est en communication directe, c'est-à-dire sans traduction, qui est transmise à ces pays. Donc je pense que ça donne aussi un poids, un journal comme celui-ci, qui ne peut pas disparaître, parce qu'à mon avis, c'est pas possible. Aujourd'hui, le signe serait trop fort. L'Égypte a un rang à tenir au niveau international. Ça vous garantit votre avenir et celui de vos enfants. Je vous le souhaite en tous les cas. Moi je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui est forte. Gilles pourra en témoigner. L'Égypte n'est pas isolée dans ces situations de francophonie. Il suffit de prendre évidemment l'Afrique francophone, mais le Maghreb aussi, où la presse en français, l'édition en français bien sûr, est encore très importante. Et là on est plutôt sur des situations de stabilisation, voire de développement. Si on prend l'exemple de l'Algérie, le statut français est encore très exceptionnel. Et malgré les efforts là très politiques de réduction de la place du français, ça n'a pas marché. Donc, ce qui semble s'esquisser le plus stimulant, en tout cas pour l'esprit, c'est les situations multilingues comme au Liban, et comme ici déjà. Et donc les supports de connaissances et de transmission d'informations qui vont avec. Oui, tout à fait. Quand j'ai fait ma thèse sur la presse francophone en Méditerranée, la question de l'avenir, c'était évidemment la question clé. C'est-à-dire que c'est intéressant d'analyser le passé, mais on le fait dans l'esprit qu'il y a un présent et qu'il y a un avenir. Et j'ai rencontré tous les rédacteurs en chef de tous les quotidiens et de tous les hebdomadaires qui se publient en langue française. Donc ça a été fait dans les années, fin des années 90, début des années 2000. La soutenance et la publication, c'est 2001. Et donc la question que je posais à tous ces rédacteurs en chef, c'était, et donc il y en a quand même 60, hein, j'ai rencontré 60 personnes, donc il y a 60 quotidiens et hebdomadaires qui se faisaient, à l'époque, mais toujours aujourd'hui, depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et l'Italie, parce qu'il y a des journaux de langue française en Italie. C'est-à-dire, en fait, mon analyse était sur la presse, on l'a dit souvent, presse nationale de langue non nationale. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des journaux authentiquement nationaux ou régionaux. En Italie, c'est le Val d'Ost, et c'est authentiquement, c'est-à-dire que les Valdôtains sont de langue proche du français, plus que l'italien, et revendiquent leur francophonie. Donc, ces 60 personnes que j'ai rencontrées, je leur posais à chaque fois la question, imaginez-vous être toujours là dans 5 ans, et quel avenir imaginez-vous pour la presse de langue française dans 10 ans? Et de manière très majoritaire, ils m'ont tous répondu qu'ils s'imaginaient... Alors, ils imaginaient que la presse francophone aurait des difficultés, mais eux, à titre personnel, ils imaginaient absolument qu'ils seraient toujours là dans 5 ans. Donc ça, c'était en 2001, et ils sont tous encore toujours là. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ça fait plus de 20 ans maintenant. Enfin, pas 20 ans encore, mais pas loin de 20 ans. Donc, donc le présent est là, ça c'est clair. Et alors, l'avenir, pour ce qui est de l'Égypte, l'Égypte sera toujours un pays hautement touristique, et donc aura toujours énormément de francophones, de Français qui viendront en Égypte. Là, à l'hôtel où je suis, j'ai aidé un couple de Français, donc il y a quand même une grande prégnance des relations étroites entre la France, la Suisse, la Belgique, etc., et l'Égypte. L'Égypte aura toujours une position diplomatique forte à défendre au niveau du monde arabe, au niveau de l'Afrique, au niveau de sa relation avec l'Europe. L'Égypte aura toujours donc ses écoles avec ses jeunes qui apprennent la langue française. Je pense qu'un axe essentiel, je suis sûr que Fouad travaille là-dessus avec toute son équipe, c'est les relations avec les jeunes. Et c'est vrai que pour parler du fait que les jeunes ne lisent plus, il faut, je crois, absolument que les médias développent des relations avec les écoles pour l'apprentissage du journalisme, l'apprentissage de l'écriture journalistique, des ateliers, la visite des journaux par les écoles, ce genre de choses, pour développer chez les jeunes cette habitude du journal. Parce que le monde devient de plus en plus compliqué et on a de plus en plus besoin de synthèse
et d'un regard de ceux qui sélectionnent un peu l'information et qui l'analysent de manière professionnelle. Donc je crois vraiment qu'il y a un énorme besoin de journalistes et que les journaux de langue française, et c'était un petit peu la conclusion que j'avais eue dans tous les différents pays, ils se maintiennent quand ils apportent quelque chose que les autres n'apportent pas. Donc effectivement, si on pour avoir accès à quelque chose, on a besoin de passer par le français, ben, les gens finissent par passer par le français. Donc je pense qu'il y a, pour toutes ces raisons-là, toutes les raisons d'espérer et de croire. Alors le lien avec les écoles, vous pouvez en dire un mot? On avait discuté avant, on a un projet qui s'appelle Jeunes étudiants, donc on a un projet avec les écoles francophones d'Égypte, et on a 10 écoles avec nous, dont 2 à Alexandrie, c'est Girard et Saint-Jean-d'Antil, et donc les élèves font des abonnements au journal contre des visites, ils viennent au Caire, ils passent au Caire, Girard et ils passent au Caire, et ils visitent les locaux de l'Arabe, ils parlent avec des journalistes, puis ils écrivent des articles sur des sujets. Cette année c'est sur l'écologie par exemple, et nous on publie les meilleurs articles. L'année dernière on publié 10 articles de jeunes entre 12 et 17 ans, et on refait cette année. Donc s'il y a quelqu'un d'entre vous ici dans des écoles, on peut se voir après la réunion, on peut voir comment, s'il y a d'autres écoles que Gérard et des représentants d'autres écoles sont intéressés, on peut en discuter après la réunion aussi. Un mot encore de conclusion. On a le sentiment qu'on a fait un peu le tour du sujet, même s'il est évidemment inépuisable. Oui, moi j'aurais tendance à finir sur une note optimiste. Concernant l'Égypte, redire ce qu'a déjà dit, je crois, Gilles, on a bien senti, notamment l'année écoulée, que l'Égypte réinvestissait pleinement une vocation africaine, panafricaine, et donc il est clair que pour aller vers l'Afrique, aujourd'hui, une des langues indispensables, et notamment pour toute la partie purement francophone de l'Afrique, c'est le français. Donc le multilinguisme, au minimum, est nécessaire si on veut avoir une politique d'influence vers ces pays, et si on veut aussi développer des perspectives d'emploi. Les jeunes Égyptiens sont à la recherche de carrière, et on le dit souvent, je pense qu'à Senghor, vous avez aussi souvent l'occasion de le formuler, le français et comme l'anglais n'est plus seulement une langue d'attachement, mais c'est aussi une langue pour l'avenir, pour faire carrière et pour développer ses potentialités. Voilà. Merci à tous, merci de votre patience, merci à tous nos invités qui ont su faire à la fois synthétique et court. Voilà, et félicitations à la RAM. Donc on attend le numéro anniversaire à la fin de l'année. Merci beaucoup.